merci pour ceux qui nous ont rejoints. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On est là ensemble pour 40 minutes. Vous pouvez poser des questions via une application qui s'appelle SparkUp. Vous vous connectez en fait voilà, sur sparkup.live, vous entrez le code MADI et ça va vous permettre de poser vos questions aux intervenants que je vais sélectionner et poser soit au fil de cette table ronde, soit à la fin, selon comment je le sens. Vous pouvez voter aussi pour les questions des autres, donc celles qui sont les plus populaires, évidemment, seront choisies a priori. Pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en milieu urbain. Et les villes ne cessent de croître et de s'étendre. Et d'après l'ONU, la population urbaine devrait atteindre 5 milliards d'habitants en 2030, donc dans 10 ans. Et certains d'entre vous l'ont peut-être vu, ce documentaire sorti en 2013 qui s'appelle Naturopolis, c'est aussi le nom évidemment de cette table ronde, sorti donc par Bernard Guérini et Mathias Schmitt, qui propose de réfléchir aux défis environnementaux de nos mégalopoles. Donc on s'interroge évidemment sur comment est-ce que ces mégalopoles peuvent anticiper les enjeux environnementaux du XXIe siècle. Et ils sont immenses parce que ça parle de climat, de biodiversité, de l'eau, des transports, des déchets, encore de la conception même de nos bâtiments. Alors aujourd'hui, comment on peut construire et aménager des territoires de façon résiliente et durable tout en proposant des solutions qui sont économiquement viables? C'est cette problématique qui nous occupe. Et pour y répondre aujourd'hui, donc j'accueille Alain Mille. Vous êtes directeur du développement chez GRDF. Il y a aussi Noémie Staskiewicz, donc responsable d'exploitation de la Maison des Canaux à Paris. Marc Bertrand, vous êtes le président de la Française Real Estate Management. Et Alexis Tricoire, vous êtes designer spécialisé dans le végétal. Alors pour commencer cette table ronde, une question assez générique, mais comment, à votre avis, est-ce qu'on peut vivre dans des villes qui sont amenées à croître, on le voit, alors qu'on a le sentiment déjà qu'elles se sont tant éloignées de la nature? Je vous laisse commencer. Alors effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est en train de changer notre paradigme vis-à-vis de la ville. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du XXe siècle, on a toujours perçu la ville comme un élément qui nous permet de nous protéger de la nature. Et aujourd'hui, on se dit, ben non, en fait, on manque de nature en ville et la nature ferait bien de revenir. Donc tout le défi, c'est de réintégrer cette nature en ville, mais d'une façon particulière, parce qu'on ne peut pas remettre la forêt dans la ville. Donc on est là, les différents intervenants, les architectes, les urbanistes, les designers, dans l'objectif de réinventer une manière d'installer la nature en ville et dans notre environnement quotidien. Et c'est tout ce défi aujourd'hui de trouver des solutions techniques, mais aussi d'essayer de comprendre comment structurer la nature dans notre environnement urbain pour qu'elle ait du sens, pour qu'elle puisse se développer de façon harmonieuse et avec beaucoup de biodiversité. Marc ? Un point qui me paraît important, c'est que effectivement, je suis assez largement d'accord avec ce qui a été exposé. On a besoin de faire revenir la ville la nature dans la ville pour créer de l'agrément, pour faire une ville vivable. Mais l'urbanisation n'est quand même pas une mauvaise nouvelle pour la nature en général, pour l'environnement. C'est-à-dire que en termes, on a trop connu une ville qui fonctionnait par extension horizontale, à aller sacrifier des espaces dédiés à l'agriculture, des espaces naturels. Alors bon, c'était des banlieues pavillonnaires, il y avait quelques jardins, mais c'est quand même pas génial. La mise en commun des ressources en termes de réseau et la mutualisation qui résulte en fait de la concentration urbaine fait qu'on a globalement, d'un point de vue énergétique et de ressources, une occupation humaine qui est plus économe des ressources quand elle est densifiée que quand elle ne l'est pas. Et par ailleurs, on fiche la paix un peu à la nature dans les autres endroits. Noémie ? Oui, moi je pensais à un exemple qui s'appelle la Ferme du Rail, qui est dans le 19e arrondissement, qui vient de sortir de terre. C'est un projet qui a été construit par des architectes, mais aussi des urbanistes et des paysagistes. Et en fait, c'est une ferme urbaine qui est aussi un centre d'accueil et de réinsertion professionnelle, où on mélange les populations. Donc on a à la fois des étudiants en jardinerie, en horticulture, des gens qui sont en insertion, qui vont être formés par ces étudiants, qui travaillent sur le site à un jardin qui est à la fois hors sol et dans le sol, enfin qui est directement en pleine terre. Les légumes qui vont pousser vont être utilisés dans un restaurant qui est sur le même site.
Et ensuite, les déchets alimentaires vont être réutilisés et vont être compostés pour renourrir la terre. Et je pense que ça peut être une solution pour cette nouvelle ville, en fait, de créer des écosystèmes où on est un petit peu autonome et ça permet aussi de créer du lien social et de ce lien à la nature, tout en étant utile et efficace. Alors, peut-être une première réponse en tant que citoyen, parce que sur la partie énergie, on y reviendra un petit peu plus tard. C'est vrai qu'en lisant le titre de notre échange, comment faire revenir la nature dans la ville, ça m'a fait penser à une phrase qui est comment construire les villes à la campagne. Et donc j'ai cherché un petit peu ce matin sur Internet pour faire le malin, là. Et donc, en fait, c'est une phrase d'Alphonse Allais en 1860 qui dit effectivement il faudrait construire les villes à la campagne parce que l'air y est plus pur. Donc je pense que c'est une préoccupation historique qui revient aujourd'hui de manière extrêmement forte parce que la croissance démographique, l'expansion des villes, le bétonnage qui a été fait nous ramène à cette réalité. L'homme a besoin de la nature et en ville, donc, on a besoin de réintroduire cette nature. Donc j'y viendrai un petit peu plus tard sur le domaine de l'énergie, parce qu'on peut aussi ramener de l'énergie renouvelable faite dans les campagnes à l'intérieur des villes. Et justement, vous mentionnez la ferme du Rail, Noémie. Moi, je vais prendre l'exemple, on a parlé quand on s'est appelé, mais l'exemple de l'écoquartier des docks de Saint-Ouen. Donc Saint-Ouen qui se trouve à peu près à moins de 10 km de nous. Donc c'est un écoquartier qui a vu le jour avec des jardins partagés, construits en tout cas conçus pour accueillir 13 000 habitants, des bureaux, des écoles, un parc, des bassins. Est-ce que pour vous, donc c'est un objectif à atteindre, est-ce que c'est un modèle qu'il faudrait développer davantage? Est-ce que c'est le modèle? Oui. Alors, je pense que c'est une initiative qui est très inspirante, surtout en termes de volume. C'est 10 000 mètres carrés, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre exact. Voilà, donc la taille est très intéressante, mais c'est surtout un exemple pour inspirer. Après, quand on a préparé, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il n'y a pas de modèle idéal à appliquer directement sur un territoire. Je pense qu'il faut partir de chaque territoire, des besoins d'un territoire, aller interroger les personnes qui y vivent, en fait, les pouvoirs publics, et de mettre tous ces gens autour de la table. Et c'est par la diversité de tous les profils qu'on pourra mettre autour d'une table qu'on construira et qu'on pourra concevoir en amont un projet qui fonctionnera, qui sera à la fois écologique, mais où il y aura aussi du lien social. Et il n'y a pas de modèle idéal à appliquer. C'est toujours partir du terrain pour pouvoir avoir une ville qui sera efficace et agréable à vivre. Vous, Marc, c'était un exemple qui a évoqué un petit débat, j'imagine, un peu en nous. Non, mais je partage le fait qu'il faut observer la nature. Et voilà, les écosystèmes, c'est plein de petites stratégies différentes qui vivent en symbiose, qui s'associent pour créer créons les conditions de ça. Alors, on a trop souffert quand même des villes conçues par des urbanistes visionnaires, mais qui ne voulaient pas habiter dans les quartiers qu'ils concevaient. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc voilà, on a eu des visions très, très idéologiques et minérales de la ville. On essaye de rebrosser chemin aujourd'hui. C'est compliqué parce qu'il faut refaire de la ville sur la ville. Mais c'est sans doute la bonne voie. Pas de solution idéale. Moi, ce que j'ajouterais, c'est le côté un peu peut-être... investisseur capitaliste que l'on est, c'est que nous on aime bien dans la gestion de nos parcs de bureaux, de parcs d'activité, on est investi, c'est partout en France, en milieu urbain et même en milieu périurbain beaucoup. C'est que ce que l'on peut faire sur ces choses-là produisent de la valeur pour les locataires. Créer des jardins, entretenir différemment les espaces verts et montrer qu'on en prend un soin particulier, ça parle à nos locataires. Créer des jardins au milieu duquel vous mettez un boulodrome et que vous créez les conditions pour que les gens se parlent, en fait, c'est pas cher à l'échelle. C'est rien, c'est de l'idée, et ça laisse beaucoup de marge aux gens, aux locataires, aux occupants, pour s'emparer de ça et créer du lien social. Dans différentes interventions, on voit bien qu'il y a une notion qui s'accouple très vite à la notion de nature en ville, c'est la notion de lien social. Je pense que c'est très important. On en reparlera un peu plus tard. Ne spoilez pas toute la table ronde, s'il vous plaît. Je voulais aussi vous adresser... intéressant. Petit problème de panneau devant.
C'est bon, ça va. Oui, c'est une question plus pour vous, Alexis. Et justement, ça fait aussi référence à ces écoquartiers. Mais on voit dans les villes, il y a une sorte de verdissement qui est devenu aussi une tendance. Il y a de plus en plus de toitures ou de murs végétalisés. Est-ce que c'est la bonne solution ou est-ce que c'est un peu du greenwashing où on va mettre 2-3 plantes par-ci par-là en se disant que c'est bon, il y a du vert dans un bâtiment, quoi? Mais écoutez, moi je trouve que déjà le principe à Saint-Denis est extraordinaire parce qu'on a pu partir d'une friche industrielle complètement libre et que le parti pris ça a été de mettre le végétal, la nature, l'eau comme le premier élément et que tout est conditionné autour de cet élément. Tout est structuré pour que cet élément puisse pénétrer à l'intérieur de l'espace de vie, des habitats, des gens qui sont là. Et du coup, il y a un effet qui est vraiment ressenti, il y a un côté très agréable dans ce quartier pour tout le monde. C'est vrai que c'est plus compliqué dans les quartiers qui sont déjà historiques, puisque cette densification, cette minéralisation a été hyper développée. Et aujourd'hui, en tant que designer, on intervient pour recoller les morceaux, c'est-à-dire donner une dimension plus agréable, plus agréable à vivre dans ces quartiers qui sont un peu durs, un peu trop minéraux. Et c'est vrai que le mur végétal, mais moi je travaille beaucoup sur du mobilier, sur des questions de pièces, d'éléments qui viennent et qui permettent d'intégrer la nature de façon totalement différenciée, qui fait qu'on le perçoit de façon plus qualitative. C'est pas seulement mettre des bosquets, c'est vrai que d'avoir de la nature c'est bien, mais si on peut mettre en valeur cette nature et permettre par le mobilier de l'appréhender d'une façon plus proche, plus originale, pour les gens c'est aussi une plus-value qui leur permet de mieux apprécier cet espace de vie urbaine. Il y a une question du public que je vais prendre parce qu'elle est assez générale et ça peut changer aussi la construction de cette table ronde. Mais quelqu'un demande est-ce que l'urgence climatique ne doit pas nous forcer à nous interroger sur les notions de ville, de périurbain, de rural et les déclarer comme obsolètes? Je ne sais pas qui veut prendre. Noémie, je crois que vous réagissez un peu. Oui, ma tête bouge. On se pose cette question, mais l'urgence climatique, on le sait, elle existe. C'était à la fin de cette table ronde, normalement. Après, si on les rendre obsolètes, oui, mais par quels moyens? On en discutait un peu en amont. Sur la végétalisation de la ville, c'est très intéressant, mais si on ne pourra pas avoir, par exemple, une ville qui sera entièrement nourricière. L'agriculture urbaine, ça ne va pas nourrir les villes. Donc, comme on se disait, pour nous, l'important, ce serait je ne sais pas si c'est éliminer ces notions, mais en tout cas, resserrer les liens entre la ville et la campagne, en créant du circuit court, en créant du local, en soutenant les initiatives qui font déjà ça, en soutenant les paysans qui veulent s'installer et en accompagnant ce mouvement. Je pense que ça pourrait être ça, pour moi, la solution. Après. Si je peux ajouter, pour revenir aussi sur ce que disait Marc Berthaud, c'est important de garder les villes, de les densifier, justement pour préserver la nature qui est autour. Et on peut pas tout mélanger. Et on a besoin de biodiversité. Cette biodiversité naturelle, elle est dans les espaces naturels. Et donc l'objectif, c'est de faire face à une population croissante, à un besoin croissant d'échange aussi. Donc c'est vraiment transformer la ville, la faire évoluer vers quelque chose de plus doux, de plus agréable, et les mobilités douces, le végétal, une énergie qui est mieux maîtrisée, une dépense énergétique qui est plus faible, que d'essayer de tout réinventer de notre monde, quoi. Mais justement, vous parlez de densité de population, ça crée aussi des îlots de chaleur qui se forment. Alors là, c'est une question plus pour vous. Mais comment est-ce qu'on peut réduire du coup la température de nos villes? Évidemment par le végétal, mais j'imagine qu'il y a d'autres moyens à notre disposition. Alors oui, effectivement, si on veut réduire la température de nos villes, notamment en été, hein, on connaît de plus en plus de phénomènes de canicule, et en ville, il fait particulièrement chaud. C'est vrai qu'un des réflexes historiques, c'est de dire on va climatiser. En fait, on aggrave le sujet, puisque en fait, il fait chaud en ville, et si on climatise des bâtiments, on va prendre l'air chaud des bâtiments pour le rejeter à l'extérieur, et on augmente encore la température. Et c'est probablement pas la bonne solution.
En plus, ces systèmes de climatisation nécessitent des unités extérieures qu'on installe sur les terrasses. Ça empêche de faire des terrasses végétalisées, puisqu'on est obligé d'avoir des terrasses techniques. Et le bon sens, c'est probablement d'aller vers des bâtiments qui sont eux-mêmes bioclimatiques, hein, qui, par leur orientation, par des casquettes, par des dispositifs divers et variés, font qu'en fait, les besoins de rafraîchissement du bâtiment sont beaucoup moins forts. Ça peut être aussi des systèmes assez basiques, hein, qui vont finalement faire circuler de l'eau dans les fondations du bâtiment et qui, au travers de planchers rafraîchissants, amènent un rafraîchissement. Et donc, avec ces techniques extrêmement passives, on arrive à 25 degrés dans un logement, lorsqu'il fait 24 ou 25 degrés, lorsqu'il fait 30 et quelques dehors. Et là aussi, quand on parle de retour à la nature, on l'évoquait tout à l'heure dans le couloir, comment ça se passait dans la nature. Quand il fait chaud, on se met à l'ombre des arbres, hein, et il fait 25 degrés et on vit bien. Et je pense qu'il faut qu'on reproduise ça dans les logements. Ça ne fait aucun sens de chercher à avoir 19 degrés dans tous les logements lorsqu'il fait des canicules. C'est la consommation énergétique inutile, ce sont des terrasses techniques inutiles. Et revenons à des choses simples, comme faisaient les anciens. Ils construisaient des villages qui étaient naturellement isolés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à revoir dans notre mix énergétique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aussi avoir des énergies encore plus renouvelables? Parce qu'on doit se passer de toutes les énergies fossiles aujourd'hui, donc comment on peut faire? Alors vous avez raison, on a besoin de développer complètement des énergies renouvelables, hein. D'ailleurs, la stratégie énergétique de la France vise d'avoir quasiment que des énergies décarbonées à l'horizon 2050. Et en ville, un des thèmes de la table ronde, c'est comment avoir des villes résilientes. En matière d'énergie, il faut avoir des villes qui résistent, qui sont sécurisées sur le plan de l'énergie. Or, dès lors qu'on développe des énergies renouvelables, elles sont souvent intermittentes, hein, et on sécurise assez peu. La bonne façon de faire les choses, et c'est assez historique, hein, c'est d'adosser finalement ces énergies intermittentes, souvent électriques, à du gaz qui, lui, assure une base constante, puisque le gaz est stockable, etc. Donc la résilience énergétique, on l'a fait avec le gaz. En revanche, il faut décarboner, vous avez raison, et donc il faut faire ça avec du gaz renouvelable, hein, et c'est ce que l'on développe de plus en plus. Et ça a l'avantage énorme dans la mesure où le gaz est très présent en ville, hein. D'ailleurs, le gaz, on l'a souvent appelé gaz de ville. Ça a un avantage énorme, c'est-à-dire qu'on peut créer une solidarité entre le monde rural et le monde urbain, puisqu'en fait, ce gaz renouvelable, on va le produire principalement à partir de méthaniseurs qui traitent les déchets agricoles, hein. Donc qui amènent une activité complémentaire au monde agricole dans le rural. Et on va produire du gaz renouvelable qui va aller alimenter l'urbain. Et il y a à ce niveau-là une économie circulaire dans les territoires et un vrai intérêt à coupler finalement la production de gaz dans le rural pour alimenter le gaz en urbain au sein des différentes régions. Mais ça, donc, vous me parlez, c'était des yurts, des sortes de yurts donc pour ces méthaniseurs, mais c'est impossible de les installer en ville, en fait. Absolument, c'est impossible de les installer en ville, donc c'est bien pour ça que l'idée générale, c'est que lorsqu'on reconstruit une ville, reconstruit un quartier, c'est d'aller produire le gaz renouvelable qui est nécessaire à ce quartier-là, dans un territoire qui est à 30-40 km, hein, comme on le disait tout à l'heure, bien séparer l'urbain du rural. La biodiversité et les déchets agricoles, ils existent dans le monde rural, hein, pas en centre-ville. Donc c'est là où on peut les récupérer, plutôt que de les laisser se disperser dans la nature aujourd'hui. Les récupérer, produire du gaz renouvelable et ramener ce gaz renouvelable en ville pour le consommer en ville. Donc là, vous voyez bien qu'on a une solidarité entre l'urbain et le rural. En plus, c'est économique. Je ne voudrais pas être trop long. C'est économique puisqu'en fait, une des idées, c'est de vouloir fabriquer le renouvelable dans les bâtiments. En fait, ça coûte extrêmement cher de fabriquer le renouvelable dans les bâtiments. Il vaut mieux déporter cette production de renouvelable dans des yurts. Enfin, nous, on dit plutôt méthaniseurs, mais c'est pareil. Et on va produire de manière centralisée du gaz renouvelable plutôt que de le faire dans chaque logement. Et globalement, pour le même prix, on en produit 5 fois plus, quoi. Et donc là, le concept que nous, on développe de plus en plus avec les aménageurs et les collectivités et les régions, c'est cette solidarité rural-urbain. Je produis du gaz renouvelable à la campagne et je viens alimenter les bâtiments en ville.
Pour parler aussi des bâtiments en eux-mêmes, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire, enfin j'imagine qu'on a quelque chose à faire sur la conception même des bâtiments et pour utiliser des matériaux moins polluants? C'est une question pour vous, Marc. Question pour moi. Il y a beaucoup d'initiatives. En matière de construction, aujourd'hui, on redécouvre les vertus du bois dans la construction, on fait attention, effectivement, il y a des cultures, en fait, entre le monde anglo-saxon, notamment en nord-américain, qui est beaucoup à base d'acier dans les constructions, nous on est plutôt porté sur le béton, il y a des vertus comparées dans chacun, enfin, il y a quand même du culturel au milieu du technique là-dessus, mais ces choses-là progressent et les techniques de construction du bâtiment, moi je trouve que c'est très enthousiasmant parce qu'il y a une imagination et toute une période d'efflorescence d'initiatives sur le sujet qui sont passionnantes. Après, ce qui est un peu compliqué pour les gens qui achètent, c'est qu'on achète le bâtiment pour très très longtemps. On est toujours un tout petit peu précautionneux avec les effets de mode parce que quelquefois il y a des technologies qui sont très porteuses, mais il y en a d'autres qui quand même font pas long feu. Je rajouterais bien quelque chose d'ailleurs sur ce qu'on a pu échanger juste avant, qui est de dire ce qui est compliqué pour nous, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que comment arriver à changer des bâtiments pour revenir à du bon sens et avoir des bâtiments qui consomment moins. On a une vraie difficulté parce qu'on a cette conscience au niveau individuel d'arriver à la porter au niveau collectif, et nous c'est tout le débat qu'on a avec nos occupants là-dessus, parce que c'est comme sur un certain nombre de domaines, hein, c'est-à-dire qu'on est tout à fait conscient qu'il faut l'appliquer à l'échelle collective sur la planète, et puis tout d'un coup quand on souhaite l'appliquer à soi ou à son entreprise, à son petit groupe dans lequel on est, c'est souvent beaucoup plus problématique. Et forcer les gens là-dessus est dans un univers compétitif et de concurrence est compliqué. Donc c'est vraiment un travail de pédagogie assez lourd. Il y a une question qui vous est directement adressée de la part de quelqu'un du public, Marc, qui demande que faites-vous pour co-construire, je crois, co-construire avec ceux qui habitent versus des architectes visionnaires, entre guillemets. Pour construire avec ceux qui habitent. En fait, on construit plutôt avec des gens qui vont habiter dedans après. Donc non, je peux pas dire que nous sommes aujourd'hui, en tant qu'investisseurs, dans une démarche où on conçoit les immeubles que l'on achète en collaboration avec les habitants du quartier. Je mentirais si je le disais. C'est plutôt que c'est un travail qui relève plutôt des urbanistes et surtout du politique. On a comme ça quelques exemples de villes qui ont eu des développements économiques très très forts en arrivant à articuler l'association avec des territoires. Regardez par exemple le travail qui a été fait à la Plaine Saint-Denis depuis maintenant quelques décennies avec, on va le dire pudiquement, avec un territoire qui était post-industriel, pas très facile à manier, avec une population qui avait un déficit d'image très très fort. Et sur cet ensemble de Saint-Denis, de la plaine Saint-Denis, il y a eu un travail politique d'association entre le politique, la régénération urbaine, qui a redonné une fierté à ce territoire qui n'existait pas. Moi, je trouve que et qui a associé avec une gestion de la ville, qui a associé le fait de créer des logements sociaux sur lesquels les gens présents trouvaient leur compte, ou une bonne part pouvaient trouver leur compte, un développement économique et des parcs tertiaires qui apportaient des ressources qui permettaient d'accélérer la ville, et puis des créations, alors ça manque un poil d'espace vert, mais il y a quand même des équipements publics qui ont été financés grâce à ça. C'est pas parfait d'un point de vue écologique, loin de là, parce que ça a été conçu aujourd'hui il y a maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, mais c'est quand même un exemple à suivre en matière de gestion politique du territoire. Avant de rebondir là-dessus, sur la gestion politique du territoire, et de m'adresser plutôt à vous, je vais quand même revenir avec vous, Alexis Tricoire, sur la question des matériaux polluants. Est-ce qu'il y a un matériau parfait qu'on pourrait utiliser, s'affranchir du béton et aller sur un type ? Alors, écoutez, pour être tout à fait sincère, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, à partir du moment où on conçoit, où on construit, où on réalise, il y a forcément un impact carbone, il y a forcément un impact sur la matière.
Donc après, il y a un esprit de cohérence, c'est-à-dire que quand on crée des objets qui sont dédiés au bien-être à travers le végétal, comme je le fais, eh bien de plus en plus, je suis soucieux du sourcing des matériaux, c'est-à-dire d'utiliser des bois qui sont locaux, de travailler avec des métaux qui demandent moins de revêtement possible, de concevoir aussi des objets qui puissent être démontables pour pouvoir être recyclés après, d'avoir aussi une économie d'énergie de dépenses en termes d'irrigation, en termes d'éclairage. Donc c'est un ensemble de choses, c'est un faisceau de contraintes qu'on se donne, qui permet d'avoir une cohérence entre un discours qui est de dire, ben voilà, nous on propose un monde plus vertueux, plus agréable, plus bon pour la planète, et en même temps de concevoir de façon de plus en plus écologique nos installations. Donc vous êtes aussi dans l'éco-conception, et c'est là-dessus que je vais vous interroger plutôt, Noémie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous, déjà le travail que vous avez fait avec la Maison des Canaux, donc qui est dans le 19e, parce qu'on est déjà dans cette pensée de on construit en pensant en amont, évidemment, mais à toute la vie d'un ouvrage, d'un bâtiment. Est-ce que vous pouvez me développer un peu ? Alors, je ne sais pas si je vais parler de toute la vie de l'ouvrage, puisqu'il a seulement 3 ans pour l'instant. Donc les Canaux, c'est une association, parce que c'est le bâtiment qui héberge l'association pour laquelle je travaille, qui fédère et qui fait rayonner l'ensemble des acteurs économiques qui mettent l'humain ou l'environnement au cœur de leur projet. Et on a récupéré ce bâtiment pour s'y installer il y a 3 ans. Et l'idée, c'était que l'objet de l'association se reflète dans les travaux qu'on allait mener. Donc déjà, ça a été des travaux de rénovation et pas de la construction, parce que l'impact n'est pas le même, l'impact environnemental. Et ensuite, on a eu la volonté de co-construire avec les pouvoirs publics, puisque c'était un bâtiment de la ville de Paris, avec les architectes, c'était aussi avec un assistant maîtrise d'ouvrage qui nous a conseillé, notamment sur de la déco, et surtout avec le responsable des travaux était un tout corps d'État classique, donc qui n'était absolument pas habitué à trier les déchets, à les mettre dans les bonnes bennes et à travailler avec des matériaux un peu innovants, puisque nous, on voulait que tout soit le plus écologique possible. Et ça a été un travail qui a été fait très rapidement, puisqu'on a rénové 1000 m² en moins de 6 mois. On avait une urgence de s'installer. Et par contre, ça a été des réunions de chantier en amont et tout au long des travaux. C'était toutes les semaines, en fait. On avait le responsable du chantier, les architectes, nous qui avions identifié tous les acteurs franciliens qui pouvaient nous apporter des solutions. Et ça a été une espèce de construction collective. Et c'est parce que tous, on avait envie d'y aller et qu'on avait envie de se mobiliser sur ce sujet qu'on a réussi à faire ces travaux. Et nous, on pense que la solution, c'est toujours de mettre les gens autour de la table, mais il faut plus de temps et il faut plus de volonté que quand on a des méthodologies qui sont déjà actées et qu'on a juste à appliquer. Voilà. Oui, pendant qu'on est sur le sujet des matériaux de construction, j'ai juste une petite précision complémentaire. C'est que donc aujourd'hui, on travaille avec beaucoup d'acteurs sur la construction neuve, en essayant d'approcher les bâtiments en analyse de cycle de vie complet, sur la durée de vie complète d'un bâtiment. Et juste pour fixer les ordres de grandeur, globalement, ce qui ressort, c'est que l'impact carbone, je dirais, d'un bâtiment sur sa vie entière, c'est à peu près la moitié à la construction des constructions avec les matériaux et la moitié en exploitation. Donc on voit bien qu'on a besoin de travailler sur les deux sujets, comment choisir les bons matériaux, et puis comment faire des économies d'énergie et choisir des énergies moins émettrices. Est-ce que la priorité, aujourd'hui, c'est une question pour vous 4, mais est-ce que la priorité, c'est de transformer, rénover le stock urbain qu'on a à disposition ? Ou est-ce que c'est de construire, justement, puisque de toute façon, les villes vont grandir, alors à savoir si elles vont s'étaler ou alors grandir de manière verticale, c'est la question qu'on s'est posée au début, mais est-ce qu'on doit d'abord, notre priorité, c'est gérer ce qu'on a à disposition, ou justement... plutôt réfléchir à de nouvelles formes de bâtiments. Comment on fait ? Juste pour avoir un petit ordre de grandeur, le parc qui soit tertiaire, et c'est encore plus bas pour... Tertiaire, ça veut dire bureau. Et en habitation, on construit à peu près 2% du stock chaque année. Donc effectivement, on est très très performant sur le stock, et il est... je n'ai pas le chiffre exact, mais il est au moins 50% plus performant que la moyenne du stock, ce qu'on construit. Donc on fait progresser 50% de 2%. Donc on fait le schmilblick avance de 1% par an. Moi je pense que l'enjeu c'est peut-être de faire 5% sur les 90% qui restent. Voilà, donc j'ai une réponse claire, c'est que l'enjeu il est plus dans la progression du stock et comment est-ce qu'on fait avancer les choses sur ce sujet-là. Parce que de toute façon, aujourd'hui entre construire performant
et construire neuf, c'est une tautologie parce que la réglementation est là pour obliger. Voilà. Donc si on veut vraiment faire avancer les choses, c'est plutôt sur l'autre partie. Et sur l'autre partie, il faut trouver un modèle compatible entre le fait d'avancer et un modèle économique. Il n'y a pas de modèle économique qui tienne pour mettre au rebut les équipements qui existent avant leur fin de vie. Parce que c'est économiquement intenable. Donc, nous, notre vision là-dessus est de dire il faut d'abord, apprendre à utiliser correctement ce qui est là. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes marges de manœuvre dans l'exploitation pour changer les comportements, pour prendre conscience, pour faire des mesures, pour progresser. Il y a d'énormes marges de manœuvre là-dessus. Et ensuite, quand on arrive en bout de vie des équipements, eh ben on fait ce qu'on appelle notre métier des CAPEX, c'est-à-dire qu'on fait des investissements qui vont renouveler. Je prends l'exemple basique, à titre particulier, quand vous changez une chaudière des années 70, vous ne trouvez plus la même, vous trouvez une chaudière des années 2000 qui est ultra performante. Et donc, mais ça ne change pas le fait que quand vous avez trop chaud et que vous chauffez, si vous ouvrez toujours la fenêtre pour réguler le chauffage plutôt que de trouver la bonne température, ça ne sert à rien d'avoir une chaudière performante. Voilà, je caricature un peu, mais globalement, c'est l'idée. Noémie, vous vouliez réagir ? Je réfléchissais du coup sur l'analyse du cycle de vie du produit. Si vous avez enlevé votre chaudière des années 60, la question maintenant, ça va être de comment on la fait partir en filière, comment elle va être réutilisée, comment elle peut être réemployée et à la fin recyclée. Il y a aussi cet enjeu-là qu'il faut qu'on développe et je trouve que notamment sur les filières de réemploi de techniques comme une chaudière, c'est extrêmement compliqué et du coup les enjeux c'est de développer toutes ces initiatives qui sont en capacité à la fois donc de récupérer, peut-être réparer, je ne sais pas, et qui vont avec ces structures, ces initiatives vont aussi créer de l'emploi parce que c'est souvent du travail en insertion et voilà, il faut développer en tout cas ces filières-là. Alexis, vous vouliez intervenir ? Oui, je crois que ce qui est important aussi, c'est de penser à la dimension culturelle. C'est-à-dire qu'on a des habitants qui vivent dans une trame urbaine, qui ont leurs repères, qui sont habitués et qui aiment leur quartier, même si le quartier a des défauts. Et donc la volonté de vouloir tout détruire pour reconstruire à neuf quelque chose qui serait beaucoup mieux d'un point de vue énergétique, mais qui aurait perdu son âme, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense que dans la mesure du possible, je dirais, comme dit Marc Bertrand, dans la mesure où les actifs sont encore potentiellement utilisables, eh bien, tentons de les améliorer et de trouver des solutions simples et moins coûteuses que de les refaire entièrement pour apporter de la qualité de vie, pour que les gens puissent conserver leur environnement et ne pas être transférés dans d'autres endroits de façon traumatisante. Alors quand on a un nouveau quartier qui se crée, tant mieux, ça ce sont des possibilités, mais dans la mesure du possible, essayons de conserver cette histoire qu'on a dans les villes et cette qualité de nos racines en fait, quelque part. Et justement, vous aussi, vous intervenez dans des centres commerciaux, vous faites des parcours, on discutait des sortes d'expériences. C'est ça aussi, réintroduire la ville dans des bâtiments, c'est pouvoir avoir une qualité de vie, mais donner aussi l'identité à un lieu et du coup, garder l'identité de lieu pour les personnes qui le visitent ou qui y habitent ou qui travaillent. Oui, alors que ce soit des centres commerciaux, des espaces urbains ouverts ou des gares, je crois que ce qui compte, c'est de donner de la qualité de vie, que les gens puissent se sentir bien, et effectivement de créer des installations monumentales ou des systèmes qui permettent un meilleur usage du lieu. C'est quand même quelque chose d'important. Je veux dire, l'objectif, c'est d'apporter de la qualité, de l'ergonomie, du bien-être, de l'échange social, à travers des outils, et ces outils qui sont pensés pour accueillir les gens, pour leur donner des façons de se rencontrer, des façons de se détendre aussi, ou de travailler. Et donc voilà, c'est repenser la vie quotidienne des gens, leur apportant des outils, et après c'est à eux de les investir, de vivre avec. Et, oui. Oui, alors moi je voulais, j'abonde complètement ce qui a été dit et notamment l'intervention de Marc, hein. C'est-à-dire que le neuf aujourd'hui c'est entre 1 et 2%, et l'enjeu il est dans l'existant, quoi. C'est comment on rénove l'existant, on reconstruit l'existant. Pour autant, ça c'est l'approche, je dirais,
voilà, puriste. Dans la pratique, c'est beaucoup plus facile de travailler sur le neuf que sur l'existant. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on continue à utiliser le neuf comme un laboratoire finalement pour tirer des choses un petit peu nouvelles. Et quand j'évoquais notamment tout à l'heure ce couplage entre la construction des bâtiments neufs et le financement de méthaniseurs en rural, c'est très simple à faire sur du bâtiment neuf, sur des quartiers neufs, etc. En rénovation, je partage tout ce qui a été dit. C'est beaucoup plus compliqué, il n'y a pas de modèle économique. Et donc, il faut améliorer les systèmes de manière assez raisonnable, verdir l'ensemble, mais on va gagner moins vite dans l'existant que dans le neuf. Donc, l'enjeu est sur l'existant, la facilité est sur le neuf, et il faut trouver le bon compromis, quoi. Juste avant de vous donner la parole, il y a aussi cette question du coût, évidemment, parce que on a l'impression que tout ça coûte très cher. Moi, je me demande si on ne va pas aussi créer des zones de privilégiés, c'est-à-dire des personnes qui pourront aussi se payer le luxe d'être dans des bâtiments performants, même qu'ils soient rénovés ou neufs. Est-ce qu'on peut finalement avoir des projets qui ne sont pas aussi coûteux? Est-ce que c'est possible de diminuer ces coûts-là? Marc Bertrand. Moi, j'ai toujours tendance à dire que le bon goût est souvent beaucoup moins cher que le mauvais. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment une question de... Ce sera quelque chose de très clivant d'un point de vue de coût et comment dire, les gens en haut de la société seront performants écologiquement, les gens en bas ne le seront pas. J'y crois pas tellement. Quelques exemples simples. Je dirais, si on suivait l'exemple, à ce moment-là, les grosses voitures puissantes seraient beaucoup plus vertueuses d'un point de vue écologique. Donc, la deuxième chose, peut-être un peu plus directe, c'est directement sur notre sujet, c'est regarder la façon dont sont gérés les parcs de HLM. Moi, je trouve que les politiques d'isolation et de rénovation des bâtiments du parc HLM en région parisienne est plutôt très correctement géré et plutôt en avance, en tout cas, sur tout ce qui est fait par les particuliers. Voilà. Donc, juste à côté de chez moi, j'ai vu, voilà, c'est un bâtiment donc de loyer modéré. Ils ont fait toute une isolation par l'extérieur. C'est des très gros travaux. Et donc, ils ont pris le taureau par les cordes. Ils ont fait quelque chose de très qualitatif en termes de rendu. Et non seulement ça a amélioré l'énergie, mais ça a amélioré le cadre de vie parce qu'ils l'ont fait intelligemment. Je me suis dit, c'est tout à fait... je suis content pour ce que des gens à loyer modéré aient pu avoir accès rapidement à des économies d'énergie et à amélioration du cadre de vie. Autour de cette table, moi j'ai quatre invités, 4 métiers différents, et on parlait aussi tout à l'heure du bienfait que le locataire, ou en tout cas la personne qui va être dans les bâtiments ou dans la ville, s'intègre au projet. Est-ce que c'est ça la clé de la réussite de tout ce dont on parle, de ces projets différents? C'est la diversité des acteurs, mais qui travaillent ensemble. Est-ce que s'il y en a un qui n'est pas, on va dire, motivé par le projet, que ce soit dans une certaine résistance de la filière immobilière ou résistance de la filière énergétique, est-ce que c'est le fait de travailler dans ces différents métiers avec l'habitant qui va permettre l'évolution de ces projets? Je me lance. Oui, il y a un très gros enjeu d'avancer en ligne, quoi, parce que sinon, en fait, ça avance peu. Donc oui, il faut une bonne synchronisation entre les différents acteurs pour que ça avance. Je mettrai quelque chose en transversal là-dessus, c'est déjà le partage de la mesure des choses, de la mesure au sens quantification. Et pour discuter sur des bases rationnelles avec les différents acteurs, il faut déjà partager les chiffres et l'état des lieux. Et c'est sans doute un des points clés, ça bouge pas mal en ce moment, mais arriver à consolider dans un bâtiment, ne serait-ce que ça, les consommations énergétiques, c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué. L'acquisition de cette donnée est très compliquée. Donc, comme on le voit dans le monde politique, quand on ne partage pas une base commune de chiffres, on part on part sur des discussions qui sont rapidement irrationnelles, et puis en se balançant la patate chaude en disant c'est pas moi, c'est plutôt de l'autre côté. Donc acquérir la donnée d'une mesure propre des consommations est déjà pour moi un très très gros enjeu sur l'alignement des intérêts. Alexis ? Oui, je crois qu'il y a effectivement un effet de synergie entre toutes les parties prenantes
au niveau urbain qui fait que les choses vont se faire ou pas. Effectivement, s'il y a des freins, les choses mettent beaucoup plus de temps à se mettre en place. Donc cette synergie, elle est très importante et c'est un effet d'élan auquel, si vous voulez, on est tous happés les uns par les autres. Et finalement, il y a aussi la question du public, la question politique, qui sont les intentions. Quand on dit qu'on a des zones déshéritées, c'est vrai qu'à Paris, par exemple, la zone Est, qui était en retard par rapport à la zone ouest, a été améliorée plus récemment. Et on s'aperçoit qu'il y a une dimension de bien-être, de végétalisation, toutes les places, toutes les circulations douces, vélo. La ville se transforme et finalement, on s'aperçoit que ça devient plus agréable de vivre dans certains quartiers qui sont plus pauvres que dans certains quartiers plus riches à l'ouest de la capitale, où il y a encore une dimension beaucoup plus minérale, de pavés, de choses qui sont historiquement installées. Voilà, donc... Time is up. Oui, bon, 40 minutes, évidemment, c'est assez court pour parler de toute la ville, que ce soit évidemment d'un territoire au bâtiment. Donc, j'espère qu'on pourra poursuivre cette discussion. Navré pour les personnes du public à qui dont je n'ai pas posé la question. Alors, moi, c'est juste un point que je voulais soulever pour terminer, c'est que finalement, ces démarches-là, en effet, elles ne peuvent pas se faire, en tout cas de ce que j'ai compris de nos appels et ce que j'ai compris de cette table ronde, c'est qu'elle ne peut pas se faire, évidemment, aussi sans les personnes qui y habitent. Et qu'il est possible aussi de s'engager dans des projets simples et peu coûteux qui ont du sens. Voilà, si vous voulez poursuivre le débat avec nos intervenants, eh bien, je vous invite à le faire après cette table ronde. Et moi, je vous retrouverai un peu plus tard, à 16h, pour parler de la protection des données. Voilà, merci beaucoup.